c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, Solidarité Progrès, enfin quelques militants Solidarité Progrès, on va vous faire une petite visite de Paris et de l'Europe d'aujourd'hui, oligarchique, financière, et notamment en allant au 65 rue de la Victoire avec Chérine, Abdel, derrière Benjamin, plus loin encore Venten, et derrière la caméra Yannick. Bon, on y va. Alors grosso modo, pour commencer à vous expliquer, ce qui est en place depuis maintenant 3 ans, le 1er janvier 2016 au niveau européen, c'est la nécessité pour les banques de non plus faire appel aux États pour se renflouer en cas de krach bancaire, mais de directement prendre sur les actionnaires les prêts qui ont été faits aux banques, à la banque, et jusqu'au moindre déposant. Et c'est ça qu'on vient soulever, c'est le fait du scandale que c'est que de faire du dépôt des gens la propriété des milieux bancaires. Donc c'est pour ça qu'on dit que nos comptes ne serviront pas à sauver les milieux financiers. C'est qu'on l'a vu comment est-ce que Mario Draghi a annoncé il y a 3 semaines, 1 mois maintenant, le fait qu'il relançait une politique de crédit parce que les milieux financiers sont aux abois, que la crise de 2007-2008 n'a pas été résolue en termes de fonctionnement, en termes de structure. Donc ils sont à mettre des rustines constamment, à réinjecter de l'argent constamment pour que le casino puisse de nouveau fonctionner, et jusqu'à mettre en place ce système-là. Sur le 65. Bonjour. Vous travaillez au fond de garantie des dépôts? Ouais, du tout. Non, on est plusieurs entreprises ici. Ah mince. Non, malheureusement, on a il se prépare à ponctionner sur les dépôts s'il faut. Ah oui. Sur les dépôts bancaires, ouais. C'est un beau projet. Vous avez pas entendu parler de ça? Vraiment pas. Parce que maintenant, chaque année, les banques ont comme obligation d'envoyer à tout client cette règle-là qui est nouvelle, qu'au-delà de 100 000 €, vos comptes sont absolument plus garantis par le fonds de garantie. Donc si une banque fait faillite, il faudra que vous assumiez, après avoir fait fortune dans je sais pas quelle entreprise. Et si vous avez moins de 100 000 €, ils sont censés garantir les dépôts. Sauf qu'il y a 2000 milliards de dépôts en France et qu'ils ont 4 milliards pour garantir ça. La vie est dangereuse aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, merci en tout cas. Il y a un truc qui est important. Il y a un truc qui est important à soulever, c'est le fait que même parce qu'aujourd'hui, moi perso, j'ai aucune épargne. C'est pas avec moi que la Poste va pouvoir se combler ses pertes. Beaucoup sont dans ce cas-là. Mais la question aujourd'hui, c'est qui est en train de gouverner le pays? Qui aujourd'hui décide de ce qui est important à sauvegarder, de ce qu'on peut mettre de côté pour un moment. Et c'est là qu'aujourd'hui l'Europe, telle qu'elle est faite, c'est une Europe de l'oligarchie, pour l'oligarchie et par l'oligarchie. Et ce système donc de fonds de garantie pour les dépôts et de résolution de crise, ce système-là est supervisé par la BCE, donc totalement indépendante des politiques, et ça remonte à une vieille tradition d'experts, de technocrates, qui estiment que les politiques sont plutôt là à gêner quand il y a une urgence aussi importante qu'un krach bancaire, parce qu'ils sont les mieux placés pour savoir quoi faire, et notamment sauver les milieux financiers. Donc, Tu peux nous montrer qu'on est bien arrivé au bon endroit? Voilà. Regardez ça. Alors il y a plusieurs entreprises. Voilà. On va essayer de voir. On va essayer de voir. On va aller voir. Voilà. Donc, où on... Je sais pas, on voit pas que c'est le fonds de garantie. Non, mais ils sont dedans, mais c'est pas. Il y a plusieurs entreprises. Elles sont bien loties, quand même. Et donc on est, pour situer, on est quand même à 2 pas de la gare Saint-Lazare. Ouais. On est en face, en fait, il y a le CIC, il y a AXA plus loin. On est dans un quartier quand même extrêmement compétent. C'est la chose qu'il faut retenir. Et au passage d'ailleurs, parce que ce fonds de garantie de résolution, la Banque Centrale Européenne, l'union bancaire qui a été mis en place depuis 2016.
ce système-là, en fait, ça m'a fait penser à ce qu'a dit Macron hier. Malgré, voilà, on va pas rentrer dans le débat, il n'y a pas de débat à avoir sur la cathédrale, mais ce qu'il a mentionné, c'est le fait que c'était important que chacun puisse faire ce qu'il peut, chacun a sa place, chacun a son rôle. Et le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la crise de 2007-2008, elle n'a pas pour ces gens-là remis en cause la place de chacun et le rôle de chacun. Donc la solution qu'ils ont mis en place, c'est pas de garantir la vie des gens, garantir les services publics, garantir la vie des entreprises, c'est de garantir la stabilité financière. Donc ça, c'est la chose importante. Et donc Chérine va pouvoir nous expliquer ce qui est véritablement le danger qui repose sur ce fonds de garantie. Alors je vous présente le fonds de garantie, 5 milliards. En 2024, c'est ça? Il y aura 5 milliards, pour l'instant il y en a 4 milliards. Donc c'est l'argent qu'il y a là-dedans est censé garantir les dépôts qui seraient mis en danger dans une crise bancaire, qui n'arrivera jamais bien sûr, pour garantir les dépôts jusqu'à 100 000 €. Par contre, merci. Combien, vous savez, il y a de dépôts en France dans l'épargne cumulée? Ben, les comptes courants, les placements en France, c'est 2061 milliards. Donc je vous mets au défi de garantir. Je crois qu'il y a un petit déséquilibre. Et pour voir ça d'un petit peu plus près, alors on a différentes. Là c'est représenté en surface, là c'était en volume. Pour avoir une idée de combien ça représente en fait les différentes masses de choses. Là vous avez le budget de l'État français en 2018, 240 milliards d'euros. Le PIB français, un peu plus de 2000 milliards. Le bilan de la BNP Paribas, 2000 milliards. Et les dépôts bancaires français, 2000 milliards. À peu près autant chacun. Et en fait, on retrouve ici le tout petit carré en pâte de mouche. Je ne sais même pas si c'est flou ou pas. Pour soi-disant garantir les dépôts bancaires. Donc rien que si la BNP Paribas fait faillite, eh ben, c'est aussi on voit que ça bouge beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on voulait montrer d'autre? Là, vous avez la dette mondiale qui représente 215 000 milliards de dollars selon la Banque des règlements internationaux. Et un truc que vous soupçonnez pas, on appelle un peu le shadow banking. Alors c'est pas le prochain film d'horreur, c'est la réalité du système financier. Voilà, 1,70 m de produits dérivés comparé à notre micromètre de fonds de garantie en France. Là, on a environ, parce qu'en fait, on sait pas trop. Ouais, c'est du shadow, c'est du black, c'est du. Voilà, ça, c'est pas le marché noir hein, ou le travail au noir. Mais l'estimation minimale, c'est ça. C'est jusqu'à là? Ouais, c'est jusqu'au orange. Jusqu'à là, estimation basse, 500 000 milliards. Je pense que la plupart des gens, ça pète au cerveau là. Combien ça fait? Bah, en fait, c'est impayable parce que la plupart du temps, quand il y a une crise, elle vient de ces trucs-là qui n'ont aucune valeur. Donc voilà, à un moment, il faut annuler ça en fait. Et donc ça, le orange là, juste la partie orange, c'est les produits dérivés de la BNP Paribas. Donc là, il y a les actifs de la BNP Paribas en orange. Ah ça, je savais pas. Et là, c'est les produits dérivés que gère la BNP Paribas. Selon l'INSEE et Olivier Berruyer. Et voilà, il y a différentes sources. Hein. En 2012, mais bon, ça n'a pas beaucoup changé. Donc la chose à voir, c'est que quand vous avez les grandes banques françaises, les banques systémiques françaises, donc à savoir la BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale et la BPCE, que ces banques fonctionnent avec entre 2 et 3% de fonds propres. Il suffit qu'elles aient 2 à 3% de pertes pour avoir besoin de trouver de l'argent ailleurs pour arriver à continuer à fonctionner et pas se déclarer en faillite complète auprès des autres banques, etc. Donc c'est pour ça que ce qui a été le système mis en place par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ces systèmes-là, c'est le fait que d'abord la banque fait appel à ses fonds propres.
Ensuite, elle va faire appel à des choses plus ou moins impliquées dans la vie de la banque. Donc, c'est des gens qui ont fait le choix de prêter à la banque, etc., etc. Donc, elle va passer ses crédits directement comme actifs, jusqu'au dépôt des PME et des personnes physiques non couvertes. Donc, c'est les gens qui ont plus de 100 000 euros ou les fonds de roulement, les comptes bancaires des entreprises. Et ensuite, donc là, c'est présenté tout en haut. Mais c'est les actifs, enfin les dépôts des gens. La masse de dette, la masse de dépôts dans les banques et la capacité de l'État français à sauver les dépôts en cas de faillite. Et là, on a les petits volumes. Le voisin. Les fonds de garantie pour sauver les dépôts. Il y a un problème de maths. En fait, là, il y a le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Ouais. Et donc, qui s'occupe de gérer ce fonds de 4 milliards d'euros pour couvrir des pertes qu'il pourrait y avoir si une banque se retrouve à avoir du mal avec des pertes financières, par exemple. D'accord. Ouais. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps, il y a encore énormément de spéculation. Et donc, c'est là qu'on essaie de montrer qu'aujourd'hui, il y a un risque qui est énorme quand on compare ce fonds avec l'ensemble des comptes bancaires en France. Et c'est pas que les comptes bancaires des gens, c'est les comptes bancaires des PME. C'est ce qui s'est passé à Chypre en 2012, Exact. juste avant l'élection présidentielle à Chypre. Il y a des agriculteurs il y avait un cas, ils étaient, je crois, 250 agriculteurs à s'être regroupés. Ils ont mis 7 millions sur un compte bancaire, ils ont tout perdu. Donc nous, ce qu'on vient soulever, c'est que vous faudrait peut-être mieux réfléchir à savoir si les actifs financiers, les bulles financières sont vraiment à conserver ou s'il n'y a pas plus important que ça. Ouais. Vous attendez qu'il y ait des gens qui sortent et qui puissent discuter avec vous en fait. On aimerait beaucoup, ouais. Bah ouais, On est désolé en fait. On vous soutient. Et donc, j'en étais où dans cette histoire là? Mais là ils vont pas tarder à arriver là. Je sais pas à quelle heure, c'est peut-être qu'ils travaillent beaucoup, peut-être qu'ils travaillent très peu, je sais pas. Là, Je sais pas. 5 C'est heures. pas mal. Disons que 17h, ouais, l'ascenseur commence à s'activer. Ouais. Tout le monde se barre. Bah, on va se tenir aux aguets. Bah bon, mais ce qu'on vient soulever quand même, c'est que là il y a les européennes. On commence à se rendre compte pour beaucoup qu'il y a un problème. Mais il faut se rendre compte qu'ils ont carrément pris de l'avance en fait. Ils sont carrément pris. De l'avance. Ouais. Qu'aujourd'hui, qu'ils soient prêts à considérer le dépôt des gens comme leur propriété, Ouais. c'est quand même dur. Je veux dire, déjà, ils font de l'évasion fiscale en masse, ils évitent l'impôt, il y a plein de systèmes comme ça. Mais de directement être capable de dire votre poche c'est la nôtre, enfin, dans le discours, on va quand même assez loin. Quand même. Il y a combien de personnes qui sont cette travail? J'en sais rien du tout, j'aimerais tout savoir. Je suis étonné, le bâtiment. Voilà, je suis. Moi j'ai eu l'info Là, sur vous avez les Google. bâtiments, oui, je comprends. En fait, on a deux bâtiments en fait ici. Ouais. Le premier bâtiment ne les contient pas. Bah là ils sont 65. Moi ce que j'ai C'est eu. le deuxième bâtiment là. Les bâtiments font 6 Un étages. étage maximum, de toute façon. 60 personnes sur un Je sais étage. pas. Non, le problème c'est que les informations sur ce genre de choses, c'est assez. Il n'y a pas un guichet accueil pour le public quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là-bas ils doivent pas sortir. Alors je vais vous faire quand même la petite histoire de la chose. En fait l'histoire a commencé en 2009. L'histoire a commencé en 2009. L'histoire a commencé en 2009 après la crise 2007-2008. Le G20 en panique, Christine Lagarde avec des poches sous les yeux énormes parce qu'elle dormait plus de la nuit, Sarkozy tout excité, et le G20 décide de créer un groupe de travail pour réfléchir à quelles mesures prendre pour la stabilité financière. Donc ils ont créé le Forum pour la stabilité financière. Et ce forum a été présidé par Mario Draghi à l'époque, donc qui était ancien de Goldman Sachs Europe, c'était l'ancien directeur de Goldman Sachs Europe. C'est cet homme-là. Et donc cet homme-là, en 2010, a commencé à entamer un travail avec un groupe de réflexion directement sur ce terme de résolution bancaire, de comment on allait faire en sorte de résoudre les crises bancaires sans remettre en cause la stabilité financière dans son ensemble, sans remettre en cause la hiérarchie. Et cet homme-là, Mario Draghi,
On le retrouve depuis 2013 à la tête de la Banque Centrale Européenne après, pour mettre la chose en pratique, pour gérer l'affaire. Donc ça, c'est les commencements. Avec donc dès cette époque-là, il y avait aussi tout un débat sur la séparation des banques. On avait beaucoup mené campagne nous-mêmes à ce propos-là. Il y avait une réflexion avec Liikanen au niveau européen qui estimait qu'il fallait une séparation des banques qui soit quand même assez sévère, que c'était le moyen en fait de protéger l'argent des épargnants et l'argent des entreprises, que de mettre un mur infranchissable entre les dépôts, les activités de détail et la spéculation. Et pendant ce travail-là, on a Hollande qui arrive à la présidentielle et qui dit « Moi, la finance, jamais avec moi, l'ennemi c'est la finance, machin. » Et son ministre de l'économie, Moscovici, pour ceux qui ne le connaissent pas, Moscovici, c'est cet gentil bonhomme. Voilà. Et donc Moscovici lance la réforme bancaire. Et en 2013, tout début 2013, décembre 2012, il développe son projet et il officialise son projet de réforme bancaire. Et dès le deuxième titre de la loi, c'est la résolution bancaire. C'est le fait que les banques devront ponctionner dans les dépôts pour s'en sortir elles-mêmes, sans faire appel à l'État. Et Moscovici, avec Hollande, avec Macron, conseiller spécial pour l'économie de Hollande à l'époque, ont sabordé toute tentative d'une vraie régulation financière à l'époque, en faisant en sorte que dès 2013, en France, donc c'est en juillet 2013, la loi française incorpore cette idée de la résolution bancaire. Donc les Français ont été les premiers à amener ce truc-là, et l'Europe a suivi, donc au 1er janvier 2016, ça a été rentré en vigueur. Donc on est très mal placé dans cette histoire. Donc ça c'est à peu près les prémices de la chose. Donc c'est pour ça que c'est important que les gens puissent connaître cette chose-là. À l'époque où aujourd'hui on réfléchit à est-ce qu'il y a un problème de budget français, quelle Europe, etc., etc., de comprendre ça. Plus que de participer aux élections et de faire montrer sa figure 2 heures sur France 2 pendant un mois de débat. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent ce qu'il y a derrière les blabla, etc. Et ce qui aujourd'hui vraiment compte. Pour peut-être en tout cas, peut-être un rappel pour ceux qui sont là. Alors, attention, mais voici l'immeuble dans lequel il y a le fonds de résolution bancaire. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est le fonds qui est censé vous garantir le dépôt, vos dépôts, malgré un krach financier qui est maintenant quand même très annoncé, que ce soit par la Deutsche Bank, que ce soit par les banques italiennes qui sont mal en point. Il y a une situation où on est plus en train de se préparer à une crise qu'à autre chose. Donc ce fonds de garantie des dépôts et de résolution, on vient le voir parce qu'aujourd'hui on vit dans une hypocrisie totale en prétendant qu'un petit cube, de 5 milliards va nous garantir 2061 milliards de dépôts en France. Donc ça c'est l'hypocrisie totale. Le gros cube, c'est la base des coûts personnels et des coûts. Tiens, raconte là avec mon chaman. Oui. Alors parmi les architectes français de cette loi de Pierre Moscovici que tu as évoqué tout à l'heure, il y avait besoin qu'au niveau européen il y ait une congruence avec cette loi française. C'est une directive européenne donc de août 2014 et ça a été préparé, élaboré dans les couloirs ou dans les salles de réunion de Bruxelles. Et il y avait un cercle d'économistes qui ont été mobilisés pour faire ça, dont Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin, qui est la secrétaire d'État actuelle aux affaires européennes, ou si on préfère la ministre aux affaires européennes française. Elle était, c'est le terme, économiste junior à l'époque, à l'élaboration de cette directive européenne de 2014 sur le bail-in. Donc voilà. Et en fait, ils sont tous à fonctionner par promotion, parce que elle a eu sa promotion. Moscovici, qui a sabordé une vraie séparation des banques et une vraie sanction contre la finance, a été promu aujourd'hui à la commission il est commissaire économique, il est commissaire européen aux affaires économiques.
Il a 20 000 € par mois pour ce travail-là. Et donc Mario Draghi qui a débarqué à la BCE suite à sa réflexion profonde sur comment ménager la chèvre et le chou. Donc voilà, il y a un truc qu'il faudrait qu'on mette en lien dans la vidéo, enfin on mettra ça en commentaire. On a fait une vidéo dès 2013 à ce sujet qui fait le topo avec un travail qu'on a fait sur la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est une institution qui a été créée dans les années 30 à l'instigation de Hjalmar Schacht et de Montagu Norman, qui était l'un économiste et qui a été ministre des Finances d'Hitler, et le second, Norman, qui a été président de la Banque d'Angleterre. Et donc en fait les deux à l'époque ont essayé de trouver une solution d'experts, de technocrates, au surendettement qui avait été imposé à l'Allemagne par le traité de Versailles. Ça a abouti au fait que des millions de personnes ont vécu dans la misère, etc. et la suite. Mais c'est la BRI, cette banque des règlements internationaux, qui aujourd'hui, je crois, est installée en Suisse, et qui est un peu le maître d'orchestre, le chef d'orchestre, depuis des décennies de ce qui est la finance internationale. Donc il y a cette vidéo qui montre ça, on a fait, vous verrez sur le site, il y a cet article qui la Banque des règlements internationaux et la solution finale, qui est le travail d'un collègue sur toute cette histoire avec Montagu Norman et compagnie. Et il y a un truc quand même que je voulais vous montrer, que je trouvais assez rigolo, qu'on avait sorti à l'époque, aussi en 2009, donc vraiment à ce moment où la crise était toute fraîche et où on soulevait la question de la séparation des banques comme devant être la solution à la crise, c'est-à-dire que de rendre impossible un quelconque lien entre la spéculation et les activités de détail, mais de faire en sorte que l'État soit garant des activités bancaires classiques. Ça, c'est normal qu'il y ait un État pour garantir la stabilité des activités journalières et compagnie, quotidiennes, mais aucunement garantir les activités de spéculation. Et donc, c'était la méthode qui avait été utilisée par Roosevelt en 1933 aux États-Unis. C'est ce que nous on préconisait dès 2008, avec tout un travail de commission d'enquête sur l'état des banques, etc. Et on est allé rencontrer Jean-Pierre Jouyet à une conférence qui était à l'époque le directeur des autorités des marchés financiers français, qui sont quand même un peu à plaindre, parce que l'autorité des marchés financiers aujourd'hui, c'est un peu être flic avec une 2 chevaux, quoi. C'est quand même pas super évident, et il court après des types qui font que les tracer. Mais ce mec-là, on lui a demandé si lui estimait que cette solution du Glass-Steagall, de la séparation stricte, était à défendre et à mettre en place, etc. Sa réponse a été de dire, c'est simple, c'est à peu près tout le monde est d'accord, sauf toutes les grandes banques françaises, qui ont bâti leur compétitivité internationale sur l'absence de cette distinction. Mais moi, je ne veux pas être assassiné lundi matin. Alors bon, qu'il ait voulu entendre formellement un assassinat ou je sais pas quoi, tel, j'en sais rien, mais en tout cas c'est sûr que c'est un peu l'ambiance, c'est qu'il y a plein de moyens de se faire assassiner, et un Moscovici il n'a pas été assassiné, il a été promu, Mario Draghi n'a pas été assassiné, il a été promu, ils n'ont pas eu à être mis dans un placard, etc. Ils ont fait le boulot. Donc voilà, nous on vient voir si un peu des gens qui veulent faire un vrai travail. Est-ce qu'on va à l'intérieur ou pas? Je sais pas, peut-être demander, ouais, à la limite on peut les demander si on peut demander. À 100 000 euros. Je te prends un truc, vas-y. Juste un truc, il y a 2 dames du CIC avec qui je viens de parler. Alors la discussion était très drôle parce qu'elles-mêmes elles n'étaient pas d'accord. Alors je leur explique ce truc là et elles disent ouais bon en gros il n'y a pas assez pour garantir, c'est la merde, c'est de la poudre aux yeux. Et en fait il y en a une qui dit oui mais le CIC nous on est une banque solide. L'autre elle fait ouais ça veut juste dire qu'on tombera les derniers mais on tombera. Ce qui est exactement ça en fait parce que en fait l'autre elle lui expliquait même écoute il y a un marché interbancaire là ils peuvent plus renflouer les autres banques donc les autres banques vont tomber autour, nous on va peut-être rester debout mais comme on dépend aussi du marché interbancaire on finira par se casser la figure aussi. Voilà. Je peux voir ou sinon comme tu veux. Non, bah sinon on peut te dire au revoir et puis peut-être. Dis que tu vas aller les voir et puis tu dis au revoir. Ouais.
Ouais, je vais faire ça, je vais peut-être aller les voir. Bon, bah on vous laisse. Ah. Vous travaillez au fonds de garantie du dépôt quoi? Non. Donc Rémi va aller à l'intérieur voir pour essayer de les rencontrer. Ouais, voilà. C'est le mot de la fin. Non, tu cherches. Il est Il va venir. Il est toujours quelque part. Deux derniers votes que j'ai fait. C'est vrai, ah, bah, en fait, ça va continuer, il y a encore peu faire. Mais non, là on vient en fait parce qu'il y a. Il y a un fonds de pension qui est là. Ouais, fonds de garantie du dépôt et de résolution. Ok. Ok. C'est ce fonds qui est en fait le petit cube qu'on a mis là au-dessus, Ouais. qui est censé garantir les 2061 milliards de dépôts actifs. En fait, c'est comment les pompiers de Fureman ont mis en place un système pour nous donner confiance, malgré le fait qu'ils aient absolument pas sanctionné la finance, absolument pas changé quoi que ce soit à la finance internationale depuis la crise. Et ils se trouvent là. Et ils sont là. Bureau là. Ok. Donc on voulait leur donner 2-3 questions et si possible une petite leçon. Ok. Peut-être à 18h ils sortiront. À 18h, putain. Ouais. Qu'est-ce qu'ils travaillent? Bah, nous, Ils sont sur des fichiers Excel en train de. Ouais, c'est ça. nous, on va s'arrêter là avec le Ouais. direct et puis ben, Rémi va essayer de se renseigner à l'intérieur carrément, ouais. et on vous tiendra au courant. Juste, tu peux montrer le tract qu'on est en train de distribuer. Ouais, carrément. Tract que vous pouvez nous demander. Hein. Vous nous dites j'en veux 5000 pour distribuer dans ma ville partout et noyer tout le monde de ça. Ça fait le topo sur bonjour. Ça fait le topo sur quelles mesures prendre immédiatement pour balayer le bordel financier, pour nettoyer ça. Ah bon bah là dans... Et une politique de long terme pour garantir non pas la stabilité financière, mais pour garantir le financement d'investissements productifs dans l'industrie de pointe, la recherche, l'éducation, voilà, les coopérations internationales, etc. Enfin, tout ça, vous le trouverez sur notre site, etc. Bon. Le site qui est là. Le site qui est là. Et sur le reste de notre page Facebook. Et sur notre chaîne YouTube. De partout. Faut juste chercher. Voilà, à plus.